Bonjour à toutes et à tous. Ces chansons nous touchent au cœur, nous font chanter, nous font danser et accompagnent nos vies depuis déjà 30 ans. Bonjour Axel. Ouais. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi, à la maison. C'est Quel... vrai que dans le temps, je ne faisais pas ça. Mais de toute façon, on ne voit pas la maison. On voit juste un coin. Mais tu es le bienvenu. Merci beaucoup. Quelle place est-ce que ce lieu occupe dans ta vie? Et ma maison. Euh, mais en fait, je veux dire, qui disait Wherever I lay my head, that's my home. C'était Paul Young, je crois, non? Qui dit ça? Oui. Peut-être. Wherever I lay my head. Mais je pense que c'est une reprise qu'il a fait. Mais voilà. Mais donc, je dirais que home, pour moi, c'est être là où je me sens bien. Ça peut être mes racines, ça peut être donc Hasselt, ça peut être ici dans cette maison, ça peut être Bruxelles, ça peut être la Belgique, ça peut être le monde entier. Parce que quand on est humaniste, en fait, on doit se sentir partout bien avec tous les êtres. Mais particulièrement, c'est vrai que cette maison, elle a des bonnes ondes. Et donc, ça fait longtemps quand même, depuis la naissance de ma deuxième fille. Puis on a un studio en face, donc je veux dire, il s'est passé beaucoup de choses ici. J'ai même enregistré un album en face. On a essayé, on faisait les répétitions avec les musiciens, donc en fait, voilà, il y a beaucoup de souvenirs. C'est un endroit où tu te ressources, c'est un endroit où tu peux aussi toujours être totalement toi-même? Oui, mais j'arrive à être totalement moi-même partout. En fait, on a vécu entre Paris et Bruxelles pendant très très longtemps. C'était vraiment moitié-moitié. Et je me sentais bien à Paris aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau créativité, j'étais un peu oppressée. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai fait une interview un jour pour Le Monde. Je me disais, mais où est le secret des Belges, en fait, que vous avez cette créativité qui est apparemment plus, je sais pas, plus élevée et j'ai répondu, c'est vrai qu'à Paris, je veux dire, je m'inspire de cette grande culture française, mais en Belgique, comme il y a moins d'historique, parce que c'est un pays beaucoup plus jeune, et puis on a appartenu à tous les pays qu'on peut s'imaginer, mais du coup aussi, il y a ce côté multiculturel qui fait qu'on est plus libre. Et donc au niveau créativité, je suis très libre ici. Mais j'ai beaucoup voyagé quand même aussi pour à chaque fois être ouverte. J'ai enregistré à Woodstock, à Memphis, à Los Angeles. Donc je ne pourrais pas non plus rester tout le temps ici. Du coup, je me sens aussi oppressée. Donc j'ai besoin de l'horizon. Mais il y a un très très bel horizon là, mais j'ai aussi besoin de bouger en fait. C'est comme j'ai besoin, en fait cette maison, c'est pas, on le voit pas, mais c'est une ferme. Et d'ailleurs, j'ai toujours rêvé d'avoir une ferme. J'avais un oncle qui avait une ferme. Mon papa avait des souvenirs aussi de passer les étés là-bas. Et j'ai toujours rêvé d'avoir des vaches, de voir des vaches quand je sors. Parce que je trouve que en voyant les animaux autour de moi, je comprends la vie. On relativise beaucoup. Et puis en plus de ça, on est sur on a l'horizon. Et c'est super important. Donc je marie un peu tout ça. Mais c'est vrai que le côté ferme, ça, face à cette vie que j'avais en tant que, pas seulement artiste, mais en tant qu'artiste, entre guillemets star, j'avais besoin de cet équilibre. Tu parlais de rêve, tu rêvais d'avoir une ferme. Est-ce qu'on peut dire que tu vis pour réaliser tes rêves? Mm-hmm. Je pense qu'il faut vivre pour réaliser ses rêves. Je donne toujours ce conseil à tout le monde, rêvez grand. Et n'arrêtez jamais de rêver grand. Et même si ce rêve d'origine ne se réalise pas, le fait de rêver fait que tu avances. Et en avançant, en cours de route, on rencontre autre chose. Et il suffit de juste capter cette autre chose et alors ça t'amène autre part. Mais si, c'est le mot préféré de mon mari, ça s'appelle serendipity. C'est de oser en fait capter les autres chemins sur ta route, ou ces autres humains que tu rencontres, et qui font qu'en fait, avec le recul, on se dit, tiens, en fait, est-ce que c'est un regret, ou est-ce que c'était
pas prévu et c'était justement ça qui en fait m'a apporté le bonheur. Et donc, voilà, tout ça c'est important. Et puis le rêve, il y a aussi le mot vocation. Je veux dire, depuis que j'ai 6 ans, je rêvais d'être artiste, chanteuse. En fait, sur ma feuille de PMS, j'avais écrit chanteuse ambassadrice. Et pour finir, je suis devenue les deux. Exactement. On se retrouve à l'occasion d'un anniversaire. Il y a 30 ans, tu publiais ton premier album sur lequel figurait l'un de tes grands tubes, Sensualité. Comment est né ce titre? Sensualité. En fait, c'est très drôle parce qu'au départ, il n'y a jamais de hasard dans la vie. La chanson qui précédait Sensualité, c'était une reprise que j'avais enregistrée de Ike and Tina Turner, écrit par Holland Dozier Holland. C'est un fameux trio qui composait beaucoup pour Motown. Ça s'appelait A Love Like Yours. Et c'est une chanson lente, mais moi j'avais fait une version plus up-tempo. Et le tempo, en fait, il a le même groove que Sensualité. Na 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 na. Et puis Sensualité. Na 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 na. Et donc en fait voilà. Donc il y avait cette préhistoire à Sensualité. Et puis Sensualité, c'était. Je voulais avoir ce parfait mélange entre un côté pop, un côté soul, un côté avec des paroles en français. Et parce que ça pourrait être une chanson, j'aurais pu faire une version plutôt R&B mais je me dis non, je chante en français et ce sera plutôt avec des instruments organiques. Donc c'était avec plutôt une vraie batterie, des vrais instruments. Et puis la guitare acoustique, c'est pas un hasard dessus non plus. C'était en fait mes ingrédients pour trouver mon son à moi, c'était ça en fait. Il y avait ce côté. Après, j'ai appelé ça French Soul. Et puis au niveau parole aussi, il n'y a pas de hasard en fait. J'ai fait un test à un moment donné. J'ai fait une version avec sensibilité, sexualité et sensualité. Et puis je me suis dit, mais sensualité, c'est entre les deux. Parce que je voulais que cette chanson parle aussi bien aux enfants qui ont leur premier amour. Et il y a un côté très instinctif, parce que les gens me disaient, mais pourquoi tu utilises le mot odeur? Je veux dire, odeur, c'est pour un animal. Je dis, justement, mais quand tu es amoureux, ou même un petit... C'est comme l'odeur d'un bébé avec une maman, c'est très animal. Mm-hmm. Et après, j'ai aussi eu des gens qui me disent, ah, tu veux pas savoir ce que j'ai fait sur Sensualité? Je dis, non, je veux savoir. Donc, je voulais qu'elle ait ces deux. Et puis, en même temps, je voulais qu'elle parle aux hommes autant qu'aux femmes. Et d'ailleurs, les gens ont toujours pensé que c'est ma sensualité, mais c'est ta sensualité. En fait, je voulais attribuer ce mot qui a un côté, je trouve, un peu féminin. Et justement, sensible, je voulais l'attribuer à un homme. Donc, en fait, c'est une chanson féministe. C'est parce qu'avant, on ne disait pas trop un homme est sensuel. C'était plus le côté, c'était plus sexuel. Et puis la femme, c'était plus un côté plus subtil. Et donc voilà, j'ai voulu... Donc il y a plein de lectures différentes à cette chanson. Et c'est vrai qu'on a appelé ça maintenant les 30 ans de Sensualité, mais évidemment c'est symbolique parce que cette chanson, en fait, c'était juste... Elle symbolise en fait toute une carrière parce que... Et ce qui est beau, c'est que je rêvais, en fait, je me disais, si au moins j'aurais un standard dans ma vie, je serais heureuse. Et j'en ai quelques-uns quand même. Et par exemple, Parce que c'est toi, c'est vraiment une chanson aussi qui dépasse les générations. J'étais au Québec récemment pour The Voice et j'ai chanté avec les candidats et c'est mignon de voir, ils ont l'âge de mes enfants. Et que mes enfants connaissent mes chansons, c'est normal, mais je veux dire, c'est quand même cool de voir que, voilà, ça comment dire ça? Ça se perpétue. Ouais. Mm-hmm. Récemment, quelqu'un me disait, j'étais en concert en France, dans le sud. J'étais en Turquie, elle me disait, et c'est fou parce qu'on était dans une boîte de nuit, il y avait des filles qui étaient complètement voilées et puis il y en avait d'autres complètement dénudées et tout le monde se mettait d'accord, et de toutes les couleurs, et tout le monde se mettait d'accord sur Sensualité. Et en même temps, il joue au jeu d'hiver, donc je me dis que, tu vois, donc je me dis, voilà, donc cette chanson, elle passe. Et quand je vois qu'elle a été reprise par un rappeur, comme par exemple le Joker, et puis par quelqu'un comme Carla Luciani, et puis... Voilà, je peux juste être très, très, très reconnaissante d'exister encore
ben, j'existe, pas que à travers mes chansons, parce que franchement, j'en suis vraiment là que j'ai tellement de recul par rapport à ça. Mais c'est quand même chouette de voir que aussi mon répertoire continue à exister. C'était une évidence pour toi de mettre à l'honneur les sensibilités de l'homme? C'était important parce que, mais c'est comme dans, en fait, maintenant ça paraît comme une évidence parce que maintenant tu trouves des paroles, les femmes maintenant chantent des paroles comme les hommes, mais on était quand même dans une génération assez charnière, je dirais, parce qu'il y avait des thèmes qui n'avaient jamais été chantés par des femmes. Parce que je veux dire, les femmes qui écrivaient les paroles, elles n'étaient pas très 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 nombreuses. Et puis, quand elles écrivaient des paroles, ce n'étaient pas forcément des paroles féministes. Je pense à Barbara. Je dirais, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, mais les paroles, c'est vraiment j'attends, je t'attends, je t'attends. Et Carole King, elle a écrit Natural Woman, mais c'était, qui est une chanson importante pour les femmes aussi, mais il n'y avait pas beaucoup de chansons, par exemple, comme dans Parce que c'est toi, où la femme rassure l'homme. C'était la femme qui dit s'il te plaît, épouse-moi et ne me quitte jamais. Et donc, parce que c'est toi, en fait, c'est moi qui rassure l'homme. Et je dis n'aie même pas peur, tu vas pas être. C'est pas parce qu'il y a mon horloge biologique qui fait TikTok que je veux un enfant de toi. Je veux un enfant de toi parce que c'est toi. Et donc, c'était vraiment. C'est féministe parce que voilà, c'est les femmes on était quand même une génération où encore plus de femmes faisaient des études, voulaient faire des carrières. Donc voilà, je pense que moi je fais la génération avec Zazie et en France par exemple, et elle aussi, je veux dire, elle a fait ses paroles à elle aussi, mais c'était assez nouveau, je dirais. Je dirais que chaque génération apporte son étape. Et puis moi je le faisais à ma façon, Zazie le faisait à sa façon. Donc, et puis, sensualité, parce que c'est toi, c'était très subtil, mais j'ai fait des chansons beaucoup moins subtiles. J'ai fait 2 albums protestes, Sisters in Empathy, Un cœur comme le mien, où ce féminisme, humanisme, est beaucoup, il va dans tous les sens en fait. Entre protestes, entre comment dire, le blues, de chercher d'où vient cette violence humaine. Tu sortais de l'université. À l'époque, comment as-tu vécu le succès? Je sortais pas de l'université. Oui, à ce moment-là, oui. Mais pendant que j'étais à l'université, en fait, je chantais déjà. Et tu Donc, créais ce qui allait être les chansons de ton premier album? Par exemple, Kennedy Boulevard, je me souviens, j'allais faire la pochette de l'album avec mon syllabus de mon dernier examen sur mes genoux. Mon avant-dernier examen. Et c'était au mois de juin. Et donc, c'est devenu un succès pendant que j'étais en 4e année. Et l'album, en fait, la maison de disque était assez cool parce que j'ai continué à enregistrer l'album pendant mes études et ils ont attendu la sortie, ils étaient d'accord d'attendre la sortie jusqu'à ce que l'album soit, mes études soient terminées. Parce que c'est pas évident de combiner quand même. Parce que je vois des jeunes en fait et ils me disent ouais, mes parents me parlent de toi parce que tu as combiné ta carrière avec l'université. Mais comment tu fais? Parce que c'est pas évident. Ma fille le fait aussi, la grande. Et c'est pas évident parce que, je veux dire, par exemple, elle fait du cinéma. Et je veux dire, il faut quand même aussi que le réalisateur, si tu tournes un film, qu'il soit d'accord adapter les dates à toi. Et donc, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, voilà, c'est pas évident. L'université était assez flexible, je dois dire, parce que je ne devais pas assister aux cours. J'avais un sort de, comment dire, j'avais un statut comme les footballeurs professionnels. Mais bon, c'est pas facile parce que c'est quand même deux mondes différents. Mais je regrette pas parce qu'en fait, la raison pourquoi j'ai fait mes études, c'était parce que je voulais pas être dépendante, en attente d'une réussite. Parce que c'est pas, je ne me contentais pas juste de faire mes chansons et chanter sous ma douche. Je voulais vraiment quand même sortir avec mes chansons et que les gens connaissent et avoir une réponse. Mais du coup, ça te rend quand même dans une situation dépendante quand même.
Et j'aimais pas ça. Ça me rendait assez pas sûre de moi. Et je me dis, au moins, si je fais les études et que j'ai réussi à chaque fois un examen, j'ai cette satisfaction-là. Donc c'était pour moi important de combiner les deux. À plusieurs reprises, entre nous, en Belgique, mais aussi en France, j'ai entendu un remix de sensualité dans des boîtes de nuit. Toute la foule chantait et dansait avec le sourire. C'était beau à voir. Qu'est-ce que tu ressens, toi, à l'idée de savoir que la nouvelle génération aime aussi cette chanson? Euh, je ressens une grande gratitude, premièrement. C'est quand les gens me disent que même la prod aussi, elle n'a pas pris de ride. Je veux dire, elle pourrait être d'aujourd'hui. En fait, tout ça, on a essayé de faire. C'est pour ça que En fait, maintenant, il y avait une raison, on voulait avoir les instruments organiques dessus. Et parce que quand tu utilises une boîte à rythme, par exemple, et tu utilises des sons de synthé et tout ça, il faut être sûr que ces sons vont bien vieillir. Et dans les années 90, il y avait Massive Attack, il y avait tous ces sons de Bristol que j'aimais beaucoup aussi. Et tout ça, ça a très bien vieilli. Mais il y a aussi des titres qui existent, qu'on connaît tous, qui sont des succès, mais la prod a mal vieilli. La chanson peut-être restait bien, mais la prod aussi. Et moi, j'avais vraiment envie, et déjà cette préoccupation, je voulais que musicalement, premièrement, je voulais créer ma propre couleur, mais je voulais aussi qu'elle sonne encore bien autant d'années après. Donc je dirais qu'il y a du hasard, il n'y a pas de hasard, il y a de la gratitude parce qu'on ne le prévoit pas, mais on ne peut qu'essayer. En fait, moi, je partais de l'idée que si j'apportais une valeur ajoutée, que si cette chanson ne ressemblait à rien d'autre, tu peux avoir plein de références, mais qu'il y a un nouveau facteur, aussi bien dans la sonorité, comment on a enregistré la chanson, que dans la compo, que dans les paroles, qui se disent, tiens, il y a une nouveauté. C'est là où je me disais que tu as plus de chances à exister encore par la suite. C'était pour moi en tout cas primordial. Oui, on ne peut pas dire que tes chansons de cet album soient des chansons des années 90. Ce sont devenus des incontournables de la chanson française, des intemporels. Merci que tu le dises. Oui. Mais avec les paroles aussi, je veux dire, c'est le choix des mots, par exemple. Le choix des mots, tu te dis, tiens, par exemple, j'ai toujours ce challenge, est-ce que je vais utiliser un mot qui est très courant, ou est-ce que je vais quand même rester que dans la poésie? Je pense que j'ai vraiment essayé de trouver un sort de mariage parfait parce que j'ai vraiment un grand amour et de respect, mais surtout amour pour la poésie, que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en flamand. Et en flamand aussi, tu peux écrire, on appelle ça comme chanson française. En flamand, tu peux faire pareil. Et puis en anglais, tu as l'équivalent, par exemple, d'un Leonard Cohen. Mais tu peux aussi, à l'anglaise, écrire très direct. En français, ça n'existait pas. Ou bien c'était variété, mais il y a de la bonne variété, mais il y a aussi de la mauvaise variété. Donc je voulais pas que ce soit variété, bien que le mot n'est pas péjoratif, parce que maintenant on se rend compte qu'il existe des très jolies variétés qui ont bien vieilli aussi. Mais voilà, je voulais que ce soit chic, c'est le mot. Je voulais que ce soit chic. En même temps, j'avais quand même, puisque j'avais ces références aux musiques américaines, il fallait quand même un côté un peu direct. Je voulais vraiment parler à une personne. Et donc c'était quelque chose que j'avais envie d'inventer comme style, d'avoir ce parfait mariage entre quand même suffisamment de poésie, dans toutes les paroles, suffisamment de poésie, mais en même temps quand même ce côté un peu direct qu'on trouve quand on chante en anglais. Et quelqu'un que je trouve qui fait ça bien aussi, c'est quelqu'un comme un Michel Berger. Goldman, il réussit quand même aussi. Mais en même temps, j'aime des gens comme Gérard Manset. Donc,
C'est un peu comme, j'ai remonté c'est un peu le Leonard Cohen. Donc, si j'écris en anglais, c'est pareil. Je fais référence aussi bien à un Bob Dylan qu'à ses références black, comme de la soul music, où ils ont un côté plus direct, comme un Bill Withers, par exemple, Lean on Me ou Ain't No Sunshine. C'est une autre. Il y a de la poésie, beaucoup de poésie là-dedans aussi, mais il y a un côté plus direct. Et tout ça, en fait, c'était mes ingrédients que je voulais apporter à des chansons qui sont finies, pour finir, écrites en français. Donc c'était quelque chose à inventer, et j'avais envie de ça. Et avec le recul, ça paraît comme une évidence. Et aujourd'hui, l'évolution en France, elle est énorme, parce qu'avant, le rap, le bon rap, en tout cas apprécié par les gens qui apprécient la bonne musique, il fallait que le texte soit très élevé. On ne pouvait pas apprécier une chanson, en fait, tout simplement, quand le texte n'avait pas un très très grand niveau. En rap, on aimait un MC Solar parce il y avait de la poésie quand même dedans. Aujourd'hui, on peut, comment dire, le rap est devenu la variété. Et donc, il y a des chansons rap que tout le monde chante, que tout le monde peut aimer, mais avec des textes qui sont très premier degré et que personnellement, je ne pense pas qu'ils vont résister autant. Ou peut-être oui, parce que les choses vont changer, ou ils vont survivre pour d'autres raisons, parce qu'il y avait l'émotion, parce qu'il y avait la musique. Mais il y a quand même une grande évolution, en fait, en Flandre aussi d'ailleurs. Le rap aussi est devenu très très important dans la langue flamande, en Hollande aussi. Donc je pense que c'est un phénomène un peu partout, que le rap a fait qu'il y a une très très grande liberté au niveau d'écriture, et du coup on peut tout se permettre. Et donc il existe dans le rap encore des choses de très haut niveau, très poétiques, mais il existe aussi, et c'est possible aussi, du très premier degré en écriture. Comme on a dans la chanson américaine, il y a plein il existe toujours un genre de Leonard Cohen, et comme il existe le très direct dans ce qu'on peut dire, en fait, la variété à ce moment-là. Pour célébrer ces 30 ans d'amour avec le public, on te retrouve dans quelques jours sur scène à travers la Belgique. Dans quel état d'esprit es-tu? J'ai beaucoup envie de monter sur scène, parce que autant que j'ai eu sur quasiment chaque album, je me suis toujours fait plaisir à avoir un orchestre complet, 24 violonistes, avec des beaux arrangements écrits et des cuivres, des sections de cuivre et des chœurs. Et j'ai rarement fait ça sur scène. Et donc maintenant, déjà avec l'album de Noël et la tournée de Noël, j'avais des cuivres sur scène, il y avait des chœurs. Et donc j'avais ce plaisir dans mes oreilles d'entendre ça, ce grand son avec mon band. Et maintenant, en fait, on va en plus avoir des violons. Donc on est super nombreux sur scène. Il y a 24 violonistes, on est 16 avec le band et les cuivres. Donc c'est le pied. C'est le pied, parce qu'en fait, du coup, tous les arrangements que mes chansons ont sur disque, on va pouvoir les jouer. Ils sont amplifiés. Ils sont amplifiés. Mais les arrangements existaient déjà. Souvent, en fait, quand un artiste dit à un moment donné, maintenant je vais me faire plaisir avec un grand orchestre sur scène, souvent, en fait, pour plein de chansons, les arrangements doivent être écrits parce qu'ils n'existaient pas auparavant. Mais moi, c'est l'inverse. En fait, tous ces arrangements existent sur disque et maintenant, on va les jouer. Donc, c'est vraiment... Je suis comme un gosse, en fait, dans un jardin de... Un jardin d'enfants, oui, une plaine de jeux. Exactement. Et j'ai un band super, donc... Et c'est chouette parce qu'en fait, il y a Daniel Romeo qui est le band leader, et j'ai débuté avec lui. Donc, pendant 10 ans, on a joué au départ de ma carrière. D'ailleurs, on était partout ensemble, à Montréal, en Suisse, partout. Et donc maintenant, on revit. D'ailleurs, je suis marraine de son fils, Mathéo. Donc c'est chouette de repartager ça. Donc voilà, j'ai vraiment envie de fêter ça, avec cette rencontre avec mon public. En fait, j'adore de plus en plus être sur scène. J'ai toujours aimé être sur scène. Mais ça prend une autre ampleur à chaque fois maintenant, parce que je suis beaucoup plus consciente du mot partage. Que ce soit avec les musiciens, que ce soit avec le public. C'est grâce à quoi? Je pense que c'est grâce à la sagesse.
On a l'impression que quand tu montes sur scène désormais, tu te détaches de la pression, tu éloignes la pression de toi pour profiter, t'amuser, partager, Ouais. donner, Je me suis recevoir. toujours amusée sur scène, mais quand on est... C'est normal en fait, quand on est plus jeune, on est dans la phase, en Ayurveda ils appellent ça la phase Pitta, c'est la phase du feu. Mais c'est la phase où tu tues la génération précédente en fait, pour faire ta place. C'est Veni Vidi Vici. Et avec le recul, parce que j'aime pas parler d'âge, parce qu'il n'y a pas d'âge, d'ailleurs je veux gommer ce mot tout court, pour toute l'humanité, parce que ce n'est qu'un mot restrictif. On dit à un enfant, tu es trop petit pour ça, et en fait, et puis tout de suite après, c'est maintenant tu es trop grand pour ça. Donc c'est ridicule. Et, mais avec l'expérience de vie, je dirais, ce mot partage, il prend une grande ampleur parce que je suis vraiment sur scène et je me rends compte que les gens qui sont là, ils sont là parce que on partage beaucoup de choses, que ce soit des idées. Eux, ils ont des souvenirs, chacun a un autre souvenir sur mes chansons, mais on se rencontre quand même, c'est des esprits par exemple romantiques, ou qui, par exemple, quand il y a le moment de parce que c'est toi, je sais qu'il y a ce côté que tu te lances, que tu crois dans un amour éternel, même si c'est naïf de le penser, mais tu y vas, il faut quand même il faut oser. Il faut oser. Il faut oser, il faut y croire, comme disait mon guitariste il y a longtemps, quand un de mes musiciens disait « Je vais me marier ». Et j'avais un autre qui disait « Il faut y croire ». donc il faut y croire, il faut une naïveté. Et tous ces mots-là, et puis je ne dis pas que tous les gens qui sont dans le public, ils partagent toutes les idées que j'ai. Il y en a qui sont peut-être moins, comment dire, sûrement, ils sont moins en feu pour mes thèmes qui m'enragent, qui m'angoissent, comme les thèmes d'humanisme, ou pour le féminisme, mais on se croise, on se touche. On se touche et comme je dis, en fait, je sais qu'il y a différentes lectures quand la chanson Sensualité commence. Je sais que tout le monde a son histoire. Je ne peux pas connaître toutes les histoires, mais c'est mignon. Et je trouve ça vraiment... Et je sens ça sur scène. Je suis très dans... En fait, j'arrive à être de plus en plus tout court, être dans le moment présent. Et sur scène, c'est pour moi le comble de... C'est une sorte de méditation en musique. Parce que je suis tellement dans le moment présent, je suis tellement avec les émotions des gens, et les gens le sont aussi. Ils se rendent peut-être pas compte, mais c'est un moment extraordinaire parce on se sent. Il y a toute une salle en fait qui se sent. C'est magique. Les gens le savent. Hein. J'ai été faire un tour sur ta page Facebook, j'ai regardé quelques commentaires du public. Les gens savent que tu es connecté à eux, que tu ressens certaines de leurs émotions aussi, ils le disent. Ah, c'est chouette. D'ailleurs, j'aime beaucoup parler au public. Et je sais que longtemps, mes musiciens m'ont toujours dit, oh, ou même mon père, il s'énervait quand je parlais trop, parce qu'il parlait tellement bien, lui, qu'il trouvait que je parlais jamais assez bien. Et c'est vrai que je me suis améliorée, mais je ne voulais pas perdre cette spontanéité. Mais maintenant je le prépare un peu parce que sinon je m'emballe et je parle trop longtemps. Mais j'aime bien en fait dire des choses qui sont pas clichés, mais des choses que je trouve importantes et ou soit ce sont des anecdotes et je me rends compte que les gens maintenant ils aiment de plus en plus ces interventions voilà. Comment as-tu choisi les chansons qu'on va retrouver sur scène? C'est très très difficile parce qu'en même temps je sais qu'il y a des attentes et je sais quand je vais voir un artiste j'ai envie d'entendre des chansons que je connais de cette personne et tout le monde dans la salle ne connaît pas les mêmes chansons. Il y en a qui connaissent que mes tubes et ils viennent quand même voir un concert parce qu'ils ont envie, et puis il y en a d'autres qui connaissent tout et puis il y a aussi moi qui est mes chansons fétiches que je trouve importantes et que j'ai vraiment, vraiment envie de partager avec le public parce qu'elles sont importantes pour moi et j'ai envie qu'elles existent et qu'elles continuent à exister. Et puis heureusement, en fait, la sauce prend.
Par exemple, une chanson comme Si tu savais, c'est pas mon plus grand succès, mais c'est une chanson que j'ai écrite dans le temps pour ma première enfant. D'ailleurs, j'ai jamais pu répéter, j'ai jamais pu écrire la même chose pour les autres parce que je pense la même chose, tu revis les mêmes choses. mais bon, je leur ai promis quand même encore une chanson à leur nom. mais voilà, je la chante et les gens l'aperçoivent, même si ce n'est pas mon plus grand succès. On a choisi Sensualité pour marquer le début de cette histoire, le début de cette carrière, mais quelques années auparavant, c'est un autre tube que les Belges ont connu, c'est Kennedy Boulevard. Est-ce qu'on retrouvera cette chanson sur scène? Eh bien, cette fois-ci, oui. Je voulais que ce soit une surprise, mais maintenant je le dis. Parce que je ne l'ai pas toujours joué, parce que... En fait, je trouve que, par exemple, les paroles de Kennedy Boulevard, c'est très bien écrit, mais c'est un peu plus jeune que le reste des paroles. Il y a un côté bubblegum, mais que j'assume, en fait, complètement, parce que c'est bien écrit. Et puis je rentre dans mon histoire de bubblegum, du rêve des 60s, mais voilà. Mais donc je veux dire, parfois je l'enlève parce que, mais par exemple, il y a des chansons que j'enlève pour d'autres raisons, parce que je ne peux pas les jouer toutes, mes succès. Par exemple, Je t'attends, à un moment donné, elle est enlevée de la liste. Le Monde tourne mal, à un moment donné, j'ai enlevé de la liste. Sensualité, c'est plus difficile, parce que j'ai essayé une fois, mais je trouve qu'elle est trop importante. Mais je peux pas les... Voilà, si je dois faire tous les succès, il n'y a plus de place pour les autres. Et par exemple, une chanson comme Rouge Ardent, elle est importante de jouer. Romantique à mort, c'est aussi une des chansons que je trouve importante. Il faut que je trouve une place pour celle-là. Mais là aussi, j'ai dû kill your darlings, comme on dit en anglais. J'ai dû enlever des chansons que je trouve super importantes. Donc, je râle. Oui, vraiment, parce que c'est comme si elles étaient moins importantes, mais c'est pas le cas. Et puis, j'ai fait quand même 9 ou 8 albums studio. Donc, c'est pas calcul. Et c'est 24 chansons. Donc, ça fait beaucoup de chansons. Sur le même album, Sans plus attendre, un autre grand succès, c'est Je t'attends. Quelle est l'histoire de cette chanson? Je t'attends. L'histoire de cette chanson, c'est qu'il y a de nouveau plusieurs lectures et que je trouve jolies. Parce qu'il y a le mot toi, donc ça peut toujours être l'amour, mais elle est très spirituelle. Et je suis de plus en plus spirituelle. Et il y a des gens qui appellent ça Dieu. Et puis moi, je suis plus humaniste. Donc pour moi, Dieu, c'est la somme de nous tous. Et, mais une fois de plus, je veux dire, c'est l'espoir en fait. Je pense que le spiritualisme est important dans une vie. Si on est que terre à terre, je veux dire, dès qu'il y a la misère, tu ne survis pas. Et sans espoir, on ne survit pas. Et donc, c'est une chanson d'espoir. Et je trouve ça beau. Et une autre chanson comme ça que je trouve jolie, c'est Présence. Que j'ai pendant une tournée aussi. J'ouvrais avec ça. J'ai joué quelques chansons au piano seul. C'était Je me fâche, je jouais Présence. Et ça parle aussi d'une sorte de lumière, en fait. C'est quand ça va très, 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 très mal. Et il y a des gens qui ne l'ont pas encore vécu, mais tout le monde passe à un moment donné dans sa vie par une étape où les choses vont très, 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 très mal. Et là, c'est très, très, très important d'avoir le spirituel. Et chacun le fait à sa façon. Mais c'est ce que je veux apprendre à mes enfants parce qu'en fait, je les ai pas baptisés. Parce que, voilà, je trouve que il y a l'Église et il y a la croyance. Mais j'ai des amis qui sont très croyants et qui sont noirs américains. Et premièrement, tu te dis, mais ces noirs américains, ils n'auraient jamais survécu l'esclavage sans cette croyance. Et d'ailleurs, ils sont tellement pas racistes, ces amis. Et pourtant, je veux dire, ils ont vraiment vécu le pire parce qu'ils sont du Sud. Ils ont joué, ils devaient rentrer par une autre porte derrière parce qu'ils étaient considérés comme moins que les musiciens qui jouaient dans le même band blanc. Et pourtant, ils n'ont pas la haine. Et je me dis, voilà, c'est la croyance. Donc, que ce soit le côté spirituel, l'amour universel, ou j'ai encore une chanson qui s'appelle Un ami, une amie,
Donc j'ai plusieurs chansons comme ça avec ce thème-là. Mais une fois de plus, je veux dire, j'aime bien que tout le monde interprète cette chanson comme il veut, toutes ces chansons. Parce qu'il y en a qui se disent, en fait, j'ai pas besoin de plus de spirituel que ça. Moi, j'ai mes amis, j'ai ma famille, et j'essaye de ne pas être une mauvaise personne pour le monde. Et peut-être ils n'ont pas envie de penser plus loin que ça. Donc, il faut surtout être libre dans la vie. À retenir, il faut surtout être libre dans la vie, faire ce qu'on aime. C'est le chemin vers le bonheur. Ouais. Ah ouais. Cet anniversaire nous donne l'occasion de regarder en arrière. Quel souvenir est-ce que tu gardes de tes débuts? Mais c'est quoi le début? Le début, pour moi, c'est ma naissance. Et c'est un peu comme la chanson de ABBA. Mama said I was a dancer before I could walk. Donc, elle disait que je dansais avant que je pouvais marcher. She said I began to sing long before I could talk. Donc, je chantais avant que je parlais. Et je vois ça avec ma plus jeune. C'est trop mignon parce que elle avait ça comme j'avais. Je portais les talons de ma mère quand j'étais petite. Mais vraiment, toute petite. Je pouvais marcher mais toute une journée sur les talons. Et ma petite a ça aussi. En fait, je retrouve un peu chaque fois quelque chose dans chacune de mes trois, parce qu'il n'y en a aucune qui est vraiment moi, parce que de toute façon, ce sont des êtres uniques. C'était le début de ta passion pour la mode. Pour la mode, mais j'aimais danser. Je faisais de la danse. À 3 ans déjà, je faisais de la danse. Je mettais les pointes de ma sœur qui était trop grande. Et en même temps, déjà à 6 ans, je veux dire, en fait, très souvent, quand tu lis la biographie ou tu entends un chanteur, surtout les personnes, les frontmen, comme on appelle ça, les chanteurs, pas un guitariste. Si, mais les batteurs, tu entends surtout souvent qu'ils tapaient surtout. Mais les chanteurs, souvent, tu entends, en fait, cette voix, elle est là. C'est rare que tu entends. Autant un danseur, j'ai déjà entendu qu'il y en a qui commencent à 16 ans, qui faisaient d'autres sports, mais tout à coup, ils se mettent à danser. Mais souvent, cette voix, le fait que tu as cette oreille qui est juste, elle est très souvent quand même là déjà quand tu es petit. Et donc, il n'y a pas de hasard. Moi, à 6 ans, je savais que quand je chantais, les enfants m'écoutaient. C'est pas pour être prétentieuse, mais je veux dire, c'était comme ça. La voix avait besoin de s'exprimer et apparemment d'autres avaient besoin ou envie de l'écouter. Oui, et après, je formais ABBA avec ma copine et les enfants de ma classe me demandaient si on pouvait chanter devant la classe. Mais avant de chanter, les enfants me demandaient de raconter la blague devant la classe. Parce que j'avais les blagues de mon père, et pourtant je ne raconte pas bien les blagues. Mais j'aimais bien être. Donc en fait, il y avait la combinaison j'aimais bien être sur scène et j'aimais bien chanter, j'aimais bien la musique. Donc c'est tout là que ça a commencé. Et je prenais chaque occasion pour être sur un podium ou pour chanter. Tous ces premiers publics ont donné l'espoir et la force d'y croire et de tout faire pour avancer et continuer. Et puis il y a des choses qui sont concrètes. C'est que je me souviens quelque chose qui est concret quand même. Et ça, c'est le hasard des choses, je pense. Il n'y a pas que le hasard, mais je veux dire, à un moment donné, il y a quand même aussi le hasard. C'est que j'avais 13 ans et je revenais des vacances et j'avais chanté une chanson en vacances. Et j'avais eu un tout petit peu de succès avec cette chanson chez les gens qui étaient en vacances, qui m'avaient entendu. Et je me dis, mais j'ai envie encore d'être sur scène parce que ça me plaît trop. Et mon père, qui était dans la politique communale, il avait le bal de la politique. Et moi, je me suis jamais intéressée à la politique. Mais j'ai dit, papa, parce que j'avais dit qu'il y avait un orchestre. Il y avait un vrai orchestre. Et je dis, papa, je ne peux pas chanter avec cet orchestre. Et il a dit, ok, parce que... déjà, il n'avait pas honte parce qu'il m'avait entendu chanter. Et ce soir-là, j'ai chanté. Et il y avait un chanteur dans la salle qui m'a proposé de faire un disque. À cette époque, c'était lui qui a composé la chanson. Et bon, j'écrivais déjà des paroles, en français d'ailleurs aussi. Mais cette chanson-là, c'est lui qui l'a fait. Et puis voilà, et donc c'était le début. Et puis après, avec ce disque que j'ai enregistré, financé par mon père, il est quand même arrivé dans le 29e place du top 30. Et du coup, grâce à ça, j'ai signé avec un label. Et voilà, donc c'est... Le soutien de tes parents était important. Oui, ma maman était en fait mon premier fan
toujours maintenant, mais aussi ma première critique. Quand je fais quelque chose, je veux dire, il y a bien sûr, il y a le tandem avec Philippe, on a tout construit ensemble, mais elle était mon premier manager, et encore maintenant, quand je fais une télé ou quand je fais un concert, tout ce qu'elle dit, c'est super important pour moi. Ça aide à Parce qu'elle ose vraiment dire aussi ce qui ne va pas. Et elle a un côté très instinctif comme ça. Et donc j'aime bien ces critiques. Mais c'était génial d'avoir une maman qui me soutient. C'était pas la maman qui me poussait parce que je pense que ça existe aussi où tu as la maman qui est ambitieuse à la place de l'enfant. Mais c'était pas le cas. Je te jure, j'avais assez d'ambition moi-même. Elle est le meilleur soutien, mais aussi une très bonne critique, tu le disais. Est-ce que ça aide à garder les pieds sur terre? Daniel Roméo, qui est ton bassiste et ton directeur musical, vous vous connaissez depuis 30 ans, il disait « Axel a vendu des millions de disques, mais elle est toujours restée la même ». C'est grâce à cet entourage qui ne donne pas de faux semblants, qui est sincère, qui dit les choses? Ben déjà, je pense que c'est la ville d'où je viens. En fait, c'est un peu comparable à Liège. Donc déjà, on était la Belgique par un tout petit pays dans le monde. Donc dès que tu vas en France, c'était les frites. Maintenant, les Belges, ils ne se rendent pas compte. Maintenant, ils ont une chance énorme. Je veux dire, maintenant, en fait, il y a le tapis rouge. On leur a mis, à vrai dire, toutes les générations avant, on leur a mis le tapis rouge, soyons clairs. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des choses merveilleuses, cette nouvelle génération. Je suis très fière de cette nouvelle génération et de tout ce qu'ils font. Mais je veux dire, à vrai dire, ce n'est pas le même combat. Nous, on allait à Paris et c'était encore les blagues sur les frites et machin. Donc, on a vraiment dit avec les... Moi, je portais les créateurs de mode belges parce que je voulais que là-bas, je ne voulais pas arriver là-bas comme on le faisait à l'époque et dès que tu arrivais là-bas et que tu arrivais à Paris, tu étais fier de porter les marques françaises. Non, je me disais, moi, j'arrive en France pour porter les Belges, pour être fier de qui je suis, c'est mon identité. Maintenant, en fait, les Belges sont tellement à l'aise qu'ils peuvent se repermettre de porter du Chanel. Mais c'est vrai, à l'époque, c'était pour moi, je les portais, les Belges, parce qu'il fallait les mettre dans la lumière aussi. Dans la lumière, sur la carte. Et donc étant belge, tu arrives The running joke aux États-Unis, quand j'allais enregistrer la première fois à Nashville, c'était « She's big in Belgium ». C'est carrément une expression, ça veut dire que tu n'es rien du tout. Et donc, étant belge, et en plus, de la Flandre, j'étais de la ville qui est un peu comme Liège, on se moque un peu de nous parce de l'accent. Liège, tu vois. Et puis c'était van Hasselt. Donc c'était... Quand tu réussis à Hasselt quelque chose, les Hasseltois sont très terre à terre. C'est vraiment tout normal. Reste normal, tu vois. Donc ma ville est terre à terre. La Belgique est censée être terre à terre. Et puis mes parents sont comme ça. Mon papa, c'est quelqu'un qui a tout construit lui-même parce qu'il a perdu son papa quand il avait 2 ans. Et il était prévu d'être notaire, mais comme il n'avait pas de père, il a tout dû construire lui-même. Et donc, je suis fière de ça. Et donc, moi, j'ai eu le luxe à la maison. Je ne suis pas née pauvre, mais je veux dire, j'ai quand même eu cette histoire de mon papa qui était très apprécie ce qu'il y a, parce que ce n'est pas évident. Qui t'a transmis les valeurs de la vie, mais la valeur du travail aussi. Exactement, parce que c'est quelqu'un qui disait « amuse-toi bien, mais d'abord, il faut beaucoup, beaucoup travailler ». Et donc, franchement, je pense que c'est la mentalité de la maison. Et puis, en tant qu'artiste, quand le premier succès est là, en fait, les maisons de disques, ils font tout pour que tu planes. Je me souviens à Kennedy Boulevard, première télé que je faisais en France, parce qu'elle avait marché d'abord en Belgique, j'étais pourtant signée en France. Et j'allais faire juste ma première télé, en plus c'était une petite télé. Et il y avait la limousine qui m'attendait, il y avait le 5 étoiles. Et je me souviens, Arrêta et moi, le deuxième single, était un grand succès. Et puis tout à coup, ils m'ont mis, je devais prendre le métro, ils m'ont mis dans un petit appart. Bon, après, j'ai changé de maison de disque, tant mieux, j'étais signée chez Virgin. Et là j'ai dit, ne me mettez plus dans les plus grands hôtels, parce que ça va aller. Parce que si c'est après, pour chaque fois me redescendre, je veux dire, tu crées quand même des artistes fous comme ça. Et donc, j'ai vite compris, ne me faites pas ça. Bon, on avait un bon hôtel, c'est pas ça, mais je veux dire, ne me faites pas ce grand décalage. Et parce que j'avais envie de... Donc, en fait, en tant qu'artiste, tu as le choix. Tu as le choix de t'entourer des gens. Et tu peux très facilement... Et d'ailleurs, mais c'est vrai, tu fais ton succès et tout le monde autour de toi commence à dire que c'est bien. Mais alors, c'est à toi de te dire, non, mais je ne vais pas m'entourer de ces gens-là.
moi je vais m'entourer de gens qui osent continuer à me dire ce qui en est, quoi. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée. C'est que j'ai toujours continué à m'entourer de gens qui me disent ce qui en est. À retenir alors. Je pense, franchement, mais que tu fasses de la musique ou que tu voles haut en réussissant autre chose, c'est la même chose. C'est valable pour toutes les carrières, pour tous les parcours. Et même pour les amitiés. Il y a des gens qui s'entourent d'amis qui ne font que les mettre sur un piédestal, mais je pense qu'il faut s'entourer d'amis qui nous donnent la main et qui nous gardent près d'eux. Ouais. Sur Mais pas terre. non plus pour te descendre. Par exemple, moi, à un moment donné, j'étais très, très perturbée. Je voulais garder absolument mes amis de mon enfance, mais aussi de l'université. Et puis, je suis devenue connue. Et puis, je me disais, mais attends, tout le monde qui me connaît à partir de que je suis connue, ben, ils vont me connaître comme une personne connue. Donc, ils vont m'aimer pour d'autres raisons. Mais tout à coup, je me suis dit, mais maintenant j'ai le choix, je peux m'enfermer dans une prison. Parce qu'en fait, je me rendais compte que les gens qui me connaissaient d'avant, Axel par exemple, tout à coup, ils m'appelaient Axel et j'étais fâchée parce que je me dis, mais non, mais je ne suis pas Axel pour vous, je suis Fabienne. Mais à un moment donné, tu deviens schizophrène avec tout ça. Et donc, je me suis dit, arrêtons. D'ailleurs, les bodyguards, j'ai tout de suite dit, je n'en veux pas, parce qu'à un moment donné, je devais faire des signatures aux Champs-Élysées, dans le Virgin Megastore. Et ils m'avaient mis 2 bodyguards pour aller d'un magasin à l'autre. Et tout à coup, avec les bodyguards, évidemment, tout le monde venait. Les foules venaient, c'était quoi? Mais je dis, mais non, mais c'est hallucinant. Je veux dire, si je ne prends pas de bodyguard, je traverse la rue, il y aura des gens, mais je veux dire, ce sera beaucoup plus normal. Et donc, c'est tous des choix que j'ai voulu faire pour pouvoir garder une vie un peu normale. Il y a des endroits où je n'allais pas en vacances, par exemple. Ça m'a coûté un peu de choses parce qu'il y avait des artistes ou des gens connus qui m'invitaient de venir sur leur yacht et tout ça. Et puis, je dis, mais je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller parce que si je vais sur ce yacht, ben, je suis dans le Paris Match, où je leur donne une raison pour y être. Et voilà. C'était une toute autre époque. En fait, à cette époque, comment dire, on choisissait. Je rêvais d'être un peu star quand même, parce que je voulais que mes chansons soient connues, et tu vas avoir des salles pleines. Mais le Star System, j'ai tout de suite compris qu'en fait, il donne la dépression. Et aujourd'hui, tu te rends compte en fait qu'il y a toute une génération avec un grand pourcentage de dépression, parce que tout le monde est star. Depuis que tu es petit, les likes, c'est ça. Moi, j'étais la seule à mon âge, dans mon école, à avoir une biographie, avoir des photos retouchées de moi, pour être plus jolie, avec une meilleure image de moi, parce que tu te mets en valeur et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde poste des photos comme ça, avec le meilleur côté, avec ta biographie adaptée. Déjà à 16 ans, tout le monde maintenant est réalisateur de films. C'est un monde insensé. Donc moi, en fait, je regarde ce monde aujourd'hui comme ça et je me dis, mais c'est insensé. Moi, je me suis tellement battue, moi, pour garder ce côté terre à terre, pour ne pas devenir cette star qui sombre et qu'on adore un jour, mais en fait, les stars, en même temps, il y a une jalousie parce que les gens n'y arrivent pas là. Et donc, dès que tu as le moindre truc qui ne va pas, mais les gens, ben, ils sont contents de te voir tomber parce que du coup, ils disent, ah, mais oh, waouh, les dieux sont tombés. Parce que les dieux, ça nous donne des complexes. Ça, c'est ce que les Grecs faisaient. Et donc, maintenant, je vois, mais cette nouvelle génération c'est vraiment le 1984, quoi. C'est le Big Brother, quoi. Et je regarde ça avec un drôle de regard. Heureusement, on peut s'en préserver. Chacun a toujours la possibilité de faire des choix forts. Tout à l'heure, tu cites... Je reproche personne, hein, parce que sincèrement, moi, si j'avais été née dans cette génération, j'aurais été comme tout le monde. Mais on peut choisir de quelle manière on dose. Mais on peut choisir... Ah, oui, et puis il y en a des jeunes qui réussissent bien. Je sais que mes enfants, ils ont toutes les trois, à un moment donné, eu le courage d'arrêter leur Internet, les réseaux. Les réseaux. Mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est devenu aujourd'hui impossible.
Parce que, par exemple, quand tu veux, au niveau carrière, il y a beaucoup de choses qui se passent par là aujourd'hui. Mais on peut choisir ce qu'on y poste. Absolument. Ce qu'on y poste. Et puis, par exemple, moi, je lis tous les jours sur mon téléphone, mais je vais jamais, à vrai dire, je vais jamais sur les réseaux sociaux. Jamais. Parce que ça me déprime en 5 secondes. Parce que tout à coup, tu vois que tout le monde... Ou bien ça me déprime de voir que les gens sont méchants parce qu'ils aiment la misère des autres, les stars. Et je trouve ça méchant. Ou bien ils sont jaloux. Oui, mais c'est ce que je dis. Et ça me rend malheureuse de voir que les gens sont jaloux ou envieux. Parce que alors je me dis, c'est quand même pas le bon côté de nous. Parce que moi aussi, je peux être jalouse, mais j'ai pas envie d'exploiter ce mauvais caractère, trait de caractère en moi. Ou bien je deviens mais complexée parce que tout de suite je me dis waouh, t'as vu celui-là, tout ce qu'il a fait en une journée, et lui tout ce qu'il a fait. Alors soit je stresse pour mes enfants parce que je me dis mais oh waouh, ils ont 18 ans, ils n'ont pas encore réussi ça. Soit je stresse pour moi et donc du coup je choisis de ne pas y aller. Mais la scène c'est autre chose. La scène c'est concret. La scène, je sais, le public est là. Ce que je dis, il est direct. Et même si après, les gens enregistrent et ça mène une vie, je fais avec. Tout à l'heure, tu citais spontanément « Parce que c'est toi », une chanson sortie en 1999, un autre de tes grands succès. Avec cette déclaration d'amour, tu choisis d'adresser un message à l'homme qui partage ta vie. C'est une chanson que tu as écrite à Montréal. C'est drôle parce que je reviens de là et je reconnaissais l'émotion parce qu'en fait, c'était... À Montréal, en arrivant, il m'avait demandé d'aller... il voulait filmer, c'était le sponsor du festival, il voulait filmer qu'on visite des baleines. Et donc, mais avec le décalage horaire, avec le mauvais temps sur l'eau et avec la caméra, il voulait absolument filmer à 6 h du matin. Donc en fait, j'étais crevée et puis j'arrive à Montréal, il y avait le premier rayon de soleil. Et je me souviens que j'avais mis la musique sur les oreilles, les écouteurs, et j'étais au bord de l'eau, le Saint-Laurent. Et j'ai eu ça quelques fois. Et toutes les paroles me sont arrivées comme ça. J'ai mis la chanson 4 fois et tout est arrivé. Mais pas dans le bon ordre, mais tout. Et j'étais en larmes parce que je trouve ça tellement romantique. Quelle place est-ce que cette chanson occupe dans ta vie? Elle est importante, je veux dire, quand je vois comment elle compte pour les gens, elle est importante. Ouais. Quand je vois par exemple Vianney, il a repris avec la chanteuse Bentissa, il a repris encore avec ce nouveau candidat. Déjà, il m'avait dit que c'était pour lui important parce que ça représentait de quand leur amour était nouveau avec sa femme actuelle. Et elle compte pour tellement de gens, je veux dire, je reçois tellement de mails. C'est pas juste des chiffres que je vois, mais je reçois aussi beaucoup de mails des gens qui me racontent que c'est leur chanson de mariage, alors je trouve ça vraiment mignon. Donc en fait, je pars souvent de quelque chose d'un vécu, où je télécharge aussi beaucoup les histoires. J'écoute tout le temps, j'adore écouter les histoires des autres. En fait, oui. C'est pour ça que j'ai toujours refusé d'être l'artiste isolé. Moi, sur une terrasse, les gens, ils veulent me regarder moi, mais moi, je vais vers les gens et je parle avec les gens. Je vais faire mes courses au Deleuze et je parle avec les gens. Je n'ai jamais accepté d'être celle qu'on regarde. C'est moi qui veux poser des questions. Donc, les gens viennent me voir parce que c'est là où je puise mes idées et j'aime les humains, j'aime leurs histoires. Tu as étudié le droit, mais être journaliste t'aurait plu sans aucun doute. Aller poser des questions aux autres. Oui. J'ai fait un mois et demi de journalisme à l'ULB. Et puis je me suis dit, il faudra quand même beaucoup écrire, beaucoup travailler. Et j'avais un cours de droit, je me suis dit, mais celui-là, peut-être je pourrais pas, je devrais pas, parce qu'à l'époque c'était différent, je ne devrais pas aller trop au cours. Et donc j'ai choisi le droit. Parce que j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est beaucoup de travail, les journalistes. Mais c'est vrai qu'il y a un côté journaliste en moi. Par exemple, quand on fait des voyages humanitaires, on en a fait ensemble. J'adore poser des questions. J'adore. Et en fait, quand j'écris des chansons, je pose des questions. Par exemple, je me suis rendu compte que l'album de Sisters in Empathy, ce que j'ai fait dans cet album, c'est ce que fait un psychiatre quand il fait une psychothérapie avec quelqu'un qui est dépressif. En fait,
il te fait voir les différents points de vue, différents angles, et de voir tes angoisses, de les accepter, tes colères, de les accepter, de voir ta part de responsabilité dans les choses. Et c'est tout ce que j'ai fait dans cet album. Et en fait, c'est en se posant 1000 questions. Et un journaliste, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Mais pareil, en fait, il va voir quelqu'un et puis il va avoir des points de vue. Et donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est psychologie, tout ce qui est... C'est ma nouvelle passion, en fait, depuis quand même 10 ans maintenant. C'est tout ce qui est neurosciences. Ça a commencé, en fait, à vouloir comprendre d'où vient la méchanceté humaine. Parce que je voulais me persuader que l'être humain est profondément bon. Mais on a aussi un côté méchant. Et donc, c'est là où j'ai commencé à étudier, en fait, quotidiennement. Je lis sur les articles scientifiques sur la neuroscience, mais aussi les herbes. Je trouve ça super intéressant. On partage un moment ensemble en début de matinée autour d'un café. Les oiseaux qui chantent ne sont pas loin de nous. Ce matin, c'est le titre de l'une de tes chansons. C'est un moment qui est important, essentiel pour toi chaque jour le matin. Pour quelle raison? Je suis matinale. Et je dis toujours, j'adore les expressions qui ont toujours existé, parce qu'il y a tellement de vérité là-dedans. Il y en a aussi qui sont liées aux mœurs qui existaient à une époque. Par exemple, toutes les expressions qui sont féministes, il faut les gommer, ou qui sont racistes. Mais par exemple, en flamand, on dit de morgenstond heeft goud in de mond, ou en français, on va dire le monde appartient à celui qui se lève tôt. Dans chaque langue. Et c'est une réalité, je veux dire, pourquoi les oiseaux, ils sont là, ils ont toute la terre pour eux. Les animaux sont là, je vois mon chien, je trouve ça trop... J'ouvre la porte et il va là, et il est là, il renifle, il regarde, il observe tout. Tout se réveille. Comme Paris s'éveille, en fait, une ville s'éveille. Mais quand une ville, en fait, elle est réveillée toute la nuit. Mais j'ai vécu... parce que c'est l'âge, quand on est plus jeune, j'ai vécu plus tard. Et donc, du coup, je me levais plus tôt. Mais ça ne m'a jamais plu. En fait, le matin, la différence, c'est que on peut trouver cette même paix la nuit. D'ailleurs, mon mari, il doit faire des efforts pour se coucher plus tôt. Parce qu'en fait, naturellement, il aime la nuit. Mais moi, j'ai jamais aimé, parce qu'en fait, quand je me couche tard, je stresse déjà que quelqu'un va me réveiller le matin. Et que je n'aurai pas eu mes heures de sommeil. Parce que tu sais que le matin, il y a le monde vit. Donc soit il y a un téléphone qui peut te réveiller, quelqu'un qui vient sonner, et ça me stresse à mort. Tandis que quand je me couche tôt, je me dis, même si je me réveille la nuit, je ne suis pas stressée, parce que je sais que j'ai toutes ces heures devant moi. Et j'aime tellement le matin que je dois vraiment me forcer à rester dans mon lit quand je me réveille tôt. Le matin, c'est aussi le rendez-vous où on allume la radio, où on ouvre son smartphone. Quel rapport est-ce que tu entretiens avec les actualités? Je ne les suis pas. Je ne les suis pas tout le temps parce que ça me déprime. En fait, j'ai fait un travail il y a... maintenant, ça fait 13 ans, je crois, quand j'ai écrit l'album Sister and Empathy. J'ai écrit cet album où je me suis posé plein de questions. C'est en fait comme une sorte de thérapie? De thérapie, et comme une sorte de stream of consciousness. Fleuve de... De conscience? Oui. Mais après, j'avais toutes ces questions, je n'avais pas encore trouvé toutes les réponses. Donc en fait, je me suis dit, maintenant c'est le moment de faire le livre. Et j'ai commencé à écrire d'ailleurs ce livre. Peut-être un jour il sera, peut-être jamais, mais... mais le travail est fait. C'est que je me suis dit, maintenant j'arrête de lire. Maintenant j'arrête de lire. Et je raisonne par moi-même. Et je veux trouver toutes les réponses par moi-même. Et donc en fait, j'ai fait comme un... C'est pas que je m'appelle Platon, mais je veux dire, j'ai fait comme un philosophe. Je suis partie en raisonnant. Et en raisonnant, j'ai refait le monde. J'ai fait ma société idéale. Et j'ai trouvé toutes les réponses à la vie. Et ce qui fait que je peux carrément me permettre de ne pas lire ce qui se passe dans le monde pendant très très longtemps. Et comprendre avec un mot ce qui se passe.
Donc peut-être que je ne vais pas connaître un détail d'une guerre quand je lis ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, mais si tu connais un peu l'histoire humaine et si tu connais un peu l'être humain et son comportement, et beaucoup de choses sont prévisibles. Et du coup, ça m'a permis, et je ne dis pas ça pour me vanter, parce que je ne dis pas que je prévois tout ce qui se passe dans la vie, mais il y a beaucoup de choses que j'avais prévues et qui sont aujourd'hui en train de se réaliser, mais des choses positives. Par exemple, tout ce qui est autour du mot empathie, le monde y va mieux aujourd'hui. Parce que, je veux dire, on s'est rendu compte que pour sauver le monde, à un moment donné, on doit comprendre qu'on est liés l'un à l'autre. Mais je ne dis pas ça donc pour être prétentieuse, mais plutôt pour dire que ça me permet une grande liberté et que ça me sauve tous les jours de la dépression. Parce que si je vais systématiquement le matin, au lieu de faire ce que je fais, c'est-à-dire écrire un peu de poésie, me mettre mes pensées sur feuille ou lire des articles scientifiques ou je ne sais pas quoi, ou trouver des réponses à mes questions, si je devais dès le matin, aller voir ce qui se passe dans le monde, mais je suis dépressive en une seconde. Et maintenant, c'est le contraire. Je crois dans l'humanité. Je crois dans l'humain. Je crois vraiment que le monde va mieux. De mieux en mieux tous les jours. Le monde va mieux, de mieux en mieux tous les jours. Une autre chanson, c'était Le monde tourne mal. J'ai aussi retenu... Let's Dance. Let's Dance. Ça fait toujours du bien de danser et de bouger. J'ai aussi retenu Pas maintenant, Venez vers moi. La moitié de ton répertoire est composé de chansons engagées. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Parce que, en fait, c'est chaque fois que c'était les thérapies, je dirais. Et en fait, je pense qu'une chanson est toujours thérapeutique. Même si quelqu'un écrit des chansons en se disant « tiens, je vais écrire un tube », peut-être c'est pour soigner le côté incertain chez lui, ou pour soigner le fait que son compte en banque est vide, ou je sais pas quoi, mais par exemple, quand tu es très amoureux, tu as envie d'écrire ça, parce que du coup, tu arrives à t'exprimer, à placer ces émotions qui sont trop fortes. Et donc, quand tu as le malheur qui est là, aussi, tu veux comprendre ce qui se passe. Et comme je me suis engagée beaucoup, il y a UNICEF quand même 20 ans, mais même avant, je dis il n'y a pas de hasard qu'on s'engage. Je suis ambassadrice maintenant depuis 5 ans, handicap international, mais il n'y a pas de hasard qu'on devienne une personne engagée. Ce n'est pas parce qu'on m'a téléphoné à un moment donné, est-ce que tu veux devenir ambassadrice, que je suis devenue engagée. C'est plutôt... j'avais une sensibilité en moi depuis que je suis petite. Quand je parle de cette recherche d'où vient la méchanceté humaine ou de croire dans l'humain qui est bon, j'ai ça depuis que je suis petite. J'ai écrit un jour une chanson qui s'appelle Beautiful Thoughts, où je décris en fait ma première rencontre avec la méchanceté humaine. C'était quand j'étais petite et j'étais dans un magasin et je vais dire à une dame, je disais toujours bonjour à tout le monde, un peu comme mon chien qui est toujours content, et j'étais une enfant très heureuse. Et donc j'arrive dans le magasin et je dis bonjour madame. Et la dame, elle avait 5 ans, elle me dit mais pourquoi tu me dis bonjour? Je dis je te connais pas, pourquoi tu me dis bonjour? Et j'étais là, je savais pas quoi répondre. On ne sait pas quoi répondre à ça. Mais elle est méchante. Et c'est ce que j'ai décrit dans la chanson. Normalement, on dit bonjour et on reçoit un bonjour en mais retour. Oui, et pourquoi je dis ça? Pour revenir sur la méchanceté des gens qui t'a choqué. Oui, et que donc, en fait, ces chansons engagées, c'est parce que je suis une personne engagée. Voilà, et donc, je suis très, très, très romantique. Et ce romantisme, il va avec un sort de romantisme universel, parce que je suis très humaniste. Et donc, dès que j'ai vu la misère du monde, un peu comme... Je ne m'appelle pas Bouddha, rien à voir, mais je veux dire, je compare ça un peu comme le Bouddha qui, à un moment donné, on l'avait un peu enfermé comme ça. Le monde est beau, parce que, je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais on avait prévu que dès qu'il allait voir la misère humaine, il allait être perdu. Et donc, on l'avait enfermé dans le palais. Mais un jour, il était petit, il devait aller dans un autre endroit de son pays, et donc, il sortait des murs, et il est dans une carrosse, mais il y a une panne. Et donc, il sort de ce carrosse et tout à coup, il voit les gens vieux. Il voit des gens malades. Il voit le malheur, la pauvreté.
Et bah, du coup, il était effectivement perdu parce qu'il il voulait plus être dans le palais. Il dit non, mais je dois faire quelque chose. Et je ne suis pas Bouddha parce que voilà, j'ai pas été jusque-là à sauver la planète. Mais je veux dire, la première fois où tu te dis, mais parce que tu es né dans l'amour, et puis tout à coup tu te dis, mais non, mais attends, waouh. Et puis le pire encore, la première fois que je me suis rendu compte que moi j'étais méchante. C'est une maman qui me disait dans la voiture, je voulais accompagner parce que pour ne pas devoir rentrer à pied à la maison. Et la maman me dit, ah mais c'est toi, Fabienne, tu as exclu ma fille dans la cour. Et puis je me dis, mais zut, c'est vrai, je ne l'ai pas inclus. J'avais 9 ans. Mais ça m'a traumatisé ce truc. Parce que je ne me rendais pas compte, mais j'avais été méchante. Parce qu'on était avec 4 copines. Et on trouvait que ça suffisait d'être 4. Et donc, j'avais dit qu'elle ne pouvait pas accompagner. Et depuis que ce jour-là, je n'ai plus jamais fait ça. Et donc, tout ça, en fait, c'est mon engagement. Il ne vient pas de nulle part. Il vient de ta vie et de tes expériences. De la vie, de mes expériences, de mes sensibilités. Ça m'a rongé. Et je me dis, mais c'est pas possible que l'être humain peut être méchant. Et moi aussi. Et puis le fait que tu te dis, mais c'est pas juste non plus que moi j'ai tout ça et pourquoi d'autres n'ont pas. Et donc toutes ces questions, très rapidement, je me suis posée. Et si j'avais pas été connue en tant qu'artiste, c'est arrivé déjà avec nos premiers voyages en tant qu'étudiante, c'était au Vietnam. Dès que j'ai vu la pauvreté, en fait, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose dans l'humanisme. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard. Et donc, je me suis concrètement engagée. Et en même temps, dès que je rencontrais toute cette injustice, mais il fallait savoir comment gérer tout ça. J'avais plein de questions. Et donc, c'était impossible de continuer à faire des chansons romantiques. Ta chanson, Pas maintenant, est la plus représentative de ton engagement? C'est une des chansons qui représente mon engagement. Je me suis mise dans la peau d'un petit garçon qui marche sur une mine. Et il pense qu'il va mourir. Et en fait, c'est logique qu'il pense qu'il va mourir parce que ses copains l'ont abandonné. Et je veux dire, là, avec le sang qui coule, je veux dire, il y a des fortes chances que tu meurs. Normalement, tu ne meurs pas forcément quand on marche sur une mine. Ça, tu le sais très bien. Mm-hmm. On a fait ce voyage ensemble. Et le hasard fait, de nouveau, il n'y a pas de hasard. Quand Renaud, parce que c'était l'album Face A, Face B qui allait sortir, et j'étais en train de le terminer. Et le hasard fait que Renaud m'a appelé à cette époque-là pour demander si je voulais l'accompagner sur la chanson Manhattan Kaboul. Et il y a une même image. D'ailleurs, j'avais ma chanson aussi du 11 septembre qui s'appelait Venez vers moi, mais qui avait une autre approche. Mais par contre, le point de vue de ces victimes, elle est la même dans Manhattan Kaboul. Et j'ai d'ailleurs, il a beaucoup aimé mon album Face à Face B, les paroles, il avait dit. Mais il y avait cette même image, on dirait que le ciel devient plus bleu quand on s'en va. Donc en fait, c'est le petit qui est là. Et je me suis dit, quand tu penses que tu vas mourir, tout à coup, tu regardes encore plus autour de toi. Tout devient plus intense, tes sens. Et donc, il voit le ciel, ce contraste de ce ciel bleu et lui qui est mal. Et puis cette petite fille, son ciel si bleu qui est devenu orage. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard. Je pense que c'est là où il y a des âmes qui se sont rencontrées. Moi l'histoire avec Renaud, c'est ça. Ce sont des âmes qui se rencontrent. Tu parlais de spiritualité, de Bouddha. Une de tes chansons s'appelle Ma prière. Tu crois en Dieu ? Même si tu refuses de l'appeler Dieu? C'est très personnel ce que je vais dire là, parce que j'ai ma copine de Memphis, elle a 75 ans, c'est la femme du musicien avec qui je travaille beaucoup, de la Storsnell, qui fait quasiment tous les arrangements de violon, cuivre et tout ça sur mes albums. Et c'est une très très grande amie, parce que j'ai des amis de tous les âges, j'adore ça. J'ai des amis aussi, des gens qui ont 24 ans, ou 8. Non, mais c'est vrai, pour moi, les amitiés et l'âge n'existe pas, voilà. Et cette femme, elle me dit depuis toujours, you have to believe in God.
Et moi, je lui dis, arrête de m'imposer God, parce que je crois, mais je n'appelle pas ça que Dieu. Mais maintenant, elle me dit, et en plus c'est vrai, elle a survécu à un cancer. Il lui avait dit, il y a 20 ans, qu'elle allait vivre encore 1 an, maximum 3. Et aujourd'hui, ils l'ont déclarée guérie. Et elle dit, it's God. Et avant, j'aurais dit, arrête ton cinéma, en tout cas en moi-même. Mais maintenant, je me dis, non, je pense que c'est parce qu'elle croit, pas dans un monsieur ou une madame qui s'appelle Dieu, mais parce qu'elle, pour moi, croire, et le spiritualisme, c'est l'espoir. Et c'est te rendre compte que d'un côté, tu n'es qu'une petite chose dans une planète entière, que tout est interdépendant, mais c'est l'espoir, c'est être positif. Et c'est tout. Mon mari me dit toujours, Philippe, toi avec tes grandes paroles de positivisme, t'es pas toujours positif. Ben non, mais moi j'essaye. Essayez. J'essaye vraiment. Il y a des jours avec et des jours sans, mais il faut essayer. Mais en fait, de nature, je suis positif. Mais en même temps, comme je suis très sensible, c'est pas que je pleure vite sur moi pour moi, mais je suis sensible aux autres. Mes enfants, il leur arrive un truc, c'est dur. Ou quand je vois quelqu'un en misère, je suis mal. Tu dis qu'il n'y a pas de hasard. Est-ce que tu crois aux anges qui peuvent nous accompagner, nous protéger, nous guider? Je crois aux anges, je crois aux elfes, je crois aux goblins, aux nains de jardin, aux nains. En fait, je comprends, quand je me promène dans le bois, je me promène beaucoup dans le bois ou dans les champs. Je parle, les gens pourraient croire que je suis folle, mais j'adore, je parle, je fais carrément des dialogues, où je prends des points de vue, où je prends un thème et puis je commence, et je m'emballe. Mais souvent, en fait, je regarde autour et je me dis, mais je peux tellement comprendre la personne qui a commencé à écrire les contes de fées. Parce que tu peux tellement facilement voir des trolls dans les arbres, des fées, des elfes. Et je crois dans tout ça. C'est pour ça que c'est pas que je suis folle, hein. Rien à voir. C'est juste que il faut voir au-delà de ce qu'il y a, je trouve. Axel, est-ce que chanter, c'est aussi prier? Oui. Je dis toujours, et il ne faut pas prendre ça mal, mais Al Green, c'était un chanteur soul nord-américain. Il chantait I don't want, non, pas I don't want to lose you. Let's stay together. Since we've been together. Et Tina Turner a repris ça, donc il y a plein de gens qui pensent que c'est à elle. Ou Take Me to the River, Drop Me in the Water, tu connais pas ça? Non? Et j'ai enregistré dans le studio, il a enregistré plusieurs fois avec le studio de Willie Mitchell. D'ailleurs, Rod Stewart a enregistré là-bas, c'est un studio légendaire. Et il est devenu prêtre. Et je ne pense pas que je veux devenir prêtre, parce qu'ici, ça a une autre connotation, c'est blanc, c'est pas que j'ai pas de respect pour les prêtres, en tout cas quand ils sont justes et quand ils sont bons. Et il existe des pauvres prêtres, on leur a beaucoup, en fait, tous généralisés, un peu comme... C'est comme dire, en fait, que toutes les femmes sont bonnes. Il y a des femmes qui sont des pestes, il y a des hommes qui sont des gentils. Je connais même un banquier qui est gentil. Donc, je veux dire, non, mais c'est vrai, il ne faut pas généraliser. Mais donc, il est noir américain, il vit dans le sud, et il est devenu prêtre. Et je peux comprendre, parce qu'en fait, quelque part, parler des choses sur scène, il y a un côté spirituel. J'essaye vraiment de garder l'humour aussi, mais tu peux faire ça. Je suis sûre qu'un prêtre, il peut faire ça aussi, de garder entre l'humour, il chante. D'abord, ils chantent comme des fous dans les églises à Memphis. Ils font de la musique. Tous les musiciens avec qui j'ai travaillé à Memphis, il y en a beaucoup qui jouent dans les églises. Ça groove, ça chante. Et donc, tous ces messages qu'ils donnent aux enfants ou à tout le monde, c'est le partage. Et donc, quand je parle de partage sur scène, c'est la même chose. D'ailleurs, moi, quand je vais à une église maintenant pour des enterrements, souvent de parents, d'amis, j'adore, j'écoute le prêtre, je suis là. Et puis, il y en a qui
il y en a qui disent des choses auxquelles j'adhère plus que d'autres, mais je lis entre les paroles, en fait. Je lis entre les paroles et le mot Dieu, j'arrive à le voir autrement. Mais voilà. Et donc, il ne faut pas avoir peur que je vais être sur scène et que je vais commencer à être comme un prêtre, parce que, en plus, prêtre, il y a aussi un côté péjoratif, c'est comme si, en fait, il va dire ce que tu dois faire. Un bon prêtre, il ne devrait pas faire ça. Il doit simplement donner des tuyaux et être inspirant et pour que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Moi, je reviens toujours à ce mot liberté. Moi, je veux que les gens qui sont dans la salle, ils écoutent mes paroles avec leur interprétation. Et même quand je dis quelque chose, je laisse ouvert. J'écris aussi beaucoup je ne les poste pas tout de suite parce que je n'ai pas le courage, parce que je veux avoir du recul sur ce que je dis. Mais du coup, je le poste à mes enfants. Alors les pauvres, ils sont bombardés avec des phrases inspirantes. Et je leur dis, mais si vous n'êtes pas dans le mood, vous ne les lisez pas. Mais au moins, j'ai pu les poster, et ça, parce que sinon, j'écris ça pour rien. Mais c'est toujours avec plein de métaphores, parce que j'aime bien trouver à mes pensées le côté universel. Que ce soit dans le temps, dans le lieu, et c'est une façon mais sans être prétentieuse, mais c'est une façon de philosopher, je crois. Et voilà. Donc, pour résumer, la musique, elle occupe une place dans ma vie, mais c'est un élément dans tout comment je vois la vie, Et tout simplement, il n'y a pas de hasard que je suis devenue chanteuse, parce que je pense qu'un chanteur, et surtout celui qui est devant la scène, à un moment donné, il y a des gens qui se mettent automatiquement à chanter. La plus jeune, ma fille, tous mes 3 filles ont un talent musical. Je veux dire, la grande, elle a une connaissance musicale incroyable. Elle pourrait d'ailleurs toujours être DJ, mais tellement elle connaît la musique, c'est incroyable. Et puis elle a fait aussi, elle joue un peu de piano. Elle joue du piano, mais je veux dire, c'est pas son premier amour de vouloir faire de la musique. Donc voilà. Mais la seconde, elle joue bien du piano, et puis voilà, la musique est aussi, elle a une jolie voix. D'ailleurs, elles sont tous montées sur scène avec moi sur scène. La troisième, c'est très drôle, parce que à l'école, la prof se fâchait parce qu'elle dit, Madame, votre fille, ça va vraiment pas en classe, elle chante. Elle chante. Je dis, oui, mais je dis, mais il y a des gens qui chantent spontanément parce qu'ils sont heureux, parce que c'est pour enlever leur stress. Je dis, vraiment, je trouve ça tellement intéressant, la voix et la musique. Pourquoi un oiseau chante? Je veux dire, je n'ai pas encore trouvé exactement, parce que parfois je commence à lire et puis je pars à autre chose. Mais il y a une raison pourquoi un oiseau chante, et ça a à voir avec son cerveau. Et il y a des choses qu'ils n'ont pas dans le cerveau, ça a à voir avec certaines hormones qu'ils n'ont pas. Donc, c'est pas un hasard quand quelqu'un chante plus que quelqu'un d'autre. C'est au-delà d'avoir le pitch parfait, parce que ça c'est encore un talent ou quelque chose que tu as reçu je sais pas, des gènes ou du ciel, je sais pas. Mais et puis pourquoi est-ce que les negro spirituals, on appelle ça? Il n'y a pas de hasard. C'est pour chasser la misère. Quand ils étaient dans les champs, c'était il y avait des mots dessus aussi qui donnaient de l'espoir. Mais il y a aussi c'est ce que tu fais quand tu as mal, hein. Tu fais et les negro spirituals, ça vient de là. J'ai cherché tout ça parce que je me dis, mais comment ça se fait que je ne chante pas comme une Aretha Franklin, parce qu'elle m'intriguait. Et j'avais vite compris que ce n'était pas en criant sur le disque que je mettais d'elle que j'allais chanter comme elle. Non, parce qu'eux, ils commencent en église, ils sont là, et voilà. Donc je me suis mise à chanter d'abord Elvis pour avoir ça. Et puis voilà. Rouge Ardent est une autre chanson qui est très très importante dans ton parcours. Pour quelle raison? Parce que il y a une magie à cette chanson. Voilà. Je ne vais pas, comment dire, imposer cette chanson à tout le monde, mais je sais que moi, elle me provoque quelque chose de magique. Et elle résume en fait ce que c'est quand tu composes à un moment donné.
c'est... ça se contrôle pas. Tu peux mettre tu peux jouer des accords et puis c'est beau et tout à coup tu fais un truc et puis tu dis wow. Et parfois je le reconnais pas. Et d'ailleurs c'est pour ça que je veux jamais aller jouer quand il y a des gens parce que si moi je l'ai pas reconnu et les autres n'ont pas réagi, mais le truc il passe. Et parfois je me dis mais maintenant comme personne n'a réagi, peut-être j'ai rien joué de bon et donc du coup je jette parfois quelque chose qui est bon. Et donc mais il y a une magie quand quelque chose, une mélodie arrive, ou quand une suite d'accords et voilà. Et j'ai eu ça avec cette chanson. Et je me souviens, Philippe qui descendait, il a dit j'ai entendu un truc, et je savais directement ce que c'était. Et il faut savoir reconnaître les évidences dans la vie. Oui. En fait, beaucoup de choses sont là, il faut juste les capter. Moi, je pense que parfois, écrire une bonne chanson, c'est ça. C'est pareil avec les paroles, en fait. Il y a des émotions qui sont là, et puis je mets 2 mots, et puis les 2 mots se suivent, et puis ça fait une sorte de magie. Pourquoi tu l'as trouvé à ce moment-là, je ne sais pas. C'est des moments de... Ben, il faut être reconnaissant pour ces moments-là. Je pense que c'est... Voilà, c'est des hasards, c'est des moments créatifs. Je pense que tout le monde a un côté créatif en lui, hein. Il faut juste le laisser venir. Il y a aussi les chansons qu'on ne connaît pas, celles qui sont peut-être restées dans des carnets, sur des feuilles, dans des tiroirs. Est-ce qu'elles y sont pour toujours? Pour l'instant, il y en a beaucoup. Ou est-ce que parfois tu y retournes? Il y a des mélodies que je n'ai jamais enregistrées et qui me reviennent. Qui vivent en toi? Ouais, et qui me reviennent. Et puis ça sort. Et parfois, je ne les enregistre pas volontairement, en me disant si elle est bonne, elle va me revenir. C'est dangereux, ça. C'est très dangereux parce que parfois, elle ne me revient pas. Mais j'en ai encore plein des chansons maintenant pour l'instant parce que voilà, j'étais pas très structurée ces derniers temps et donc il y en a plein. J'ai enregistré des bouts et des débuts et il faut que je prenne le temps pour m'asseoir et pour vraiment structurer parce que ça c'est ce que j'ai de plus difficile à faire en fait, c'est la structure. Quelle est la photographie qui te vient en tête lorsqu'on feuillette ensemble, toi et moi, le livre de ces 30 ans de souvenirs? C'est peut-être aussi une photo que tu aurais aimé prendre et qui n'existe à nulle autre place que dans ton cœur. En fait, aujourd'hui, puisque aujourd'hui il y a le téléphone, on filme tout. Mais j'ai tellement de choses que je n'ai pas filmées. Tellement de choses. Parce que pour avoir quelque chose filmé, il fallait une équipe autour de toi. Et avec une équipe autour de toi, il y a des choses que tu ne vis pas. Mm-hmm. Par exemple, des rencontres à 2 personnes. Tu composes une chanson avec une autre personne. Tu mets une équipe de caméras. Peut-être ça ne se passera pas. Mm-hmm. Parce que tous les deux n'allaient pas dire les mêmes choses. Mais aujourd'hui, avec un téléphone, c'est pas pareil. Et puis, donc, il y a plein de choses que je n'ai pas filmées. Mais ils sont dans ma tête. Et je trouve ça fort. Et c'est un peu comme, aujourd'hui, on est devenu vraiment comme la blague des Japonais. C'est, et alors, comment as-tu trouvé Paris? Je ne sais pas, je n'ai pas encore développé les photos. Mais c'est vrai, quand tu es tout le temps en train de tout enregistrer, filmer, tu ne vis pas dans le moment présent. Mais maintenant, je suis triste parfois de ne pas avoir des images de certaines choses. Mais un bête exemple, c'est ma rencontre avec Michael Jackson. J'étais dans le studio, j'étais en train d'enregistrer avec Isaac Hayes, roi de la soul. Il m'avait déjà dit, en fait, il voulait m'inviter à Graceland pour un dîner avec Philippe. Bon, pour finir, le dîner ne s'est pas fait parce que Lisa Marie, qui était l'épouse, la fille du roi de rock'n'roll, bah, voilà, elle était un peu bien. Mais on a quand même reçu des côtes de porc, non, des chicken wings, de poulet, du cuistot de Elvis. Et donc Michael est arrivé dans le studio et
Et on a parlé pendant 10 minutes ensemble, où on a passé, je sais pas, 20 minutes ensemble. Et c'était un moment énorme. Mais Isaac m'a présenté comme grand artiste en France. Si j'avais dit, et je lui ai dit, Michael, voilà, j'apprécie tellement ta musique, je lui ai dit. Donc mais je lui ai dit, mais si maintenant je demande de faire une photo, la magie est partie. On n'est plus... Là, on avait un moment où on était entre artistes. C'est un moment qui n'appartient qu'à vous deux. Ouais. Mais c'est un exemple, mais j'en ai 1000 comme ça. C'est comme quand on est en train d'enregistrer dans le studio, on a enregistré des choses visuellement. Mais tu ne peux pas tout capter. Et puis, mais c'est comme les images de mes enfants. Les peu d'images que j'avais filmées, avant il fallait une caméra, on nous a volé la caméra et on n'avait pas le téléphone au départ. Donc ou quand tu avais le téléphone, c'était pour faire une photo, mais il n'y avait pas, tu filmes maintenant. Et donc parfois je suis triste qu'il n'y a pas plus d'images, mais je sais pas. Elles sont là à l'intérieur de toi. Ouais. Tu aurais envie de dessiner, de peindre? Mais tu sais, en fait, mon plus grand talent n'est pas le visuel. Donc, bien que j'ai toujours accordé beaucoup d'importance au visuel, les clips et tout ça, mais je suis pas... C'est pas que j'aime pas le visuel, parce qu'on va voir quand même beaucoup d'expos et tout ça, mais disons que je ne l'ai pas dans les mains, surtout. Peut-être un jour je peindrai, pourquoi pas, si je me décomplexe, en me disant que simplement c'est parce que j'ai des idées en tête et que même si j'ai pas de technique, juste pour m'amuser. Mais ma tête, elle est pleine d'images. Mais c'est ce que je disais l'autre jour, en fait, dans la vie, tu ne peux pas avoir tout le temps tout ouvert. C'est en fait j'ai garé des voitures partout. Et puis ça s'ouvre. Ah oui, je me souviens de ça. Et puis tout à coup, plein de films qui arrivent et c'est génial. Moi, je pense que pour cette raison-là, le plus cruel qui puisse t'arriver dans la vie, c'est perdre ta mémoire. Quoique, il paraît que ces gens peuvent être très très heureux. Donc, j'ai une phrase dans ma vie, c'est que c'est pas grave. Rien n'est grave, tu dis toujours. C'est les deux. Et rien n'est impossible. Rien n'est impossible et c'est pas grave. Rien n'est grave. Non, parce que même, il y a toujours le point de vue. Regarde Monty Python quand il est sur la croix et qu'il sait qu'il n'y a plus d'espoir parce que même la dernière troupe de Rescue Team, je ne sais pas si tu les vois, les femmes là, avec en noir, ils sont arrivées pour le sauver et elles font du... Elle se suicide au lieu de le sauver. Alors là, il dit, bon, maintenant, il n'y a plus d'espoir. Mais il commence à chanter. Et il chante « Always look on the bright side of life ». Donc, même si c'est grave, même si c'est horrible, même si c'est la mort, il y a toujours toi qui peux voir les choses autrement. Et te dire que tu as eu une chouette vie. Et je veux avoir ça. Je ne réussis pas toujours, hein, mais c'est ce que je veux avoir comme philosophie de la vie. Merci pour ce beau voyage à travers nos souvenirs que nous avons partagé ensemble aujourd'hui. On te retrouve sur scène le 20 avril au Tournai Jazz Festival, le 1er mai à De Roma à Anvers, le 5 mai à l'Ancienne Belgique à Bruxelles et le 6 mai au Concertgebouw à Bruges. Rendez-vous est pris. Ah oui. Merci beaucoup et on s'y retrouve. Merci à vous pour votre fidélité et à bientôt.